Le sang crée des parents, l'argent crée des étrangers, le droit crée des fantômes. La pièce est plongée dans une pénombre clinique. Seule la lampe d'architecte éclaire la surface de la table de réunion. Le faisceau est si précis qu'on voit les particules de poussière stagner au-dessus des documents. La caméra est verrouillée. Elle ne bouge pas. Elle observe le visage de Claire, 72 ans. Elle ne porte aucun bijou. Ses mains sont posées à plat sur le bois froid. À sa gauche, son fils Julien. À sa droite, sa fille Léa. Le silence dure. On entend seulement le bourdonnement lointain de la climatisation. C'est un son blanc, monotone, qui souligne l'absence de mots. Julien réajuste le col de sa chemise. Le froissement du tissu est amplifié par le silence. Il regarde le document au centre de la table. Un document qu'ils ont préparé avec soin, avec leur propre avocat, pour simplifier l'avenir. Ils l'appellent un acte de renonciation. Ils disent que c'est pour éviter les taxes. Ils disent que c'est une preuve de confiance. Claire observe le profil de son fils. Elle voit l'impatience dans le battement de sa carotide. Elle sent l'odeur du café froid et de l'ambition mal dissimulée. Il pense qu'elle est fatiguée. Il pense que son esprit est comme un vieux vêtement qui s'effiloche. Ils ont passé des mois à murmurer des doutes sur sa santé mentale, à égarer ses dossiers, à manipuler ses appels. Ils ont créé un environnement de confusion pour la pousser vers ce moment précis. La signature. Léa sourit. C'est un sourire professionnel, celui qu'elle utilise avec ses clients à l'agence. Elle pose un stylo à côté de la main de sa mère. Un stylo lourd, chromé. Elle dit « Maman, c'est juste une formalité, pour que l'entreprise familiale puisse continuer sans entrave. Tu mérites de te reposer. » Le mot « repos » sonne comme une condamnation. Claire ne prend pas le stylo. Elle regarde les lignes de texte. Elle lit les clauses cachées, celles qui transfèrent les droits de vote de la holding immobilière à ses enfants dès la signature. Elle voit le piège. Elle voit le mépris caché derrière la sollicitude. Ils ont utilisé la ruse. Ils ont utilisé son amour maternel comme un levier financier. Ils veulent son empire, mais ils ne veulent plus de Claire. L'objectif de la caméra se concentre sur le document. Les caractères d'imprimerie sont noirs, nets, définitifs. Claire lève les yeux. Elle ne regarde pas ses enfants. Elle regarde l'objectif comme si elle s'adressait à un témoin invisible. Elle sait ce qu'ils ignorent. Elle sait que depuis 6 mois, elle a déjà restructuré l'intégralité de son patrimoine. Julien s'impatiente. Il tape du doigt sur la table. Le bruit est sec. Un impact, puis un autre. Il dit que le temps presse. Il dit que le notaire attend. Claire prend enfin le stylo. Le contact du métal est sa main glaciale. Elle signe. Son geste est fluide, assuré. Elle ne tremble pas. Julien et Léa échangent un regard rapide. Un éclair de triomphe. Ils ont réussi. Ils ont la signature. Ils possèdent désormais tout ce que leur père et elle ont construit en 40 ans. Ou du moins, c'est ce qu'ils croient. Claire se lève. Elle range son sac à main. Le clic de la fermeture éclair est le seul signal de son départ. Elle ne les embrasse pas. Elle ne leur dit pas au revoir. Elle marche vers la porte. Ses pas sur le sol de marbre résonnent avec une régularité mécanique. Elle sort du bureau. Elle sort de leur vie. Dans le hall de l'immeuble, l'air sent la pluie. Claire monte dans une voiture noire qui l'attend. À l'intérieur, un homme en costume sombre lui tend une tablette électronique. C'est Maître Lefebvre, son conseiller privé. Il ne dit rien. Il attend qu'elle parle. Claire regarde par la fenêtre les gratte-ciel de la Défense qui s'effacent dans le gris. Elle dit enfin, d'une voix dépourvue de toute émotion, « C'est fait. Ils ont signé leur propre exclusion. » Le document qu'elle vient de paraffer dans le bureau n'était qu'un déclencheur. En renonçant à son héritage, selon les termes qu'ils ont eux-mêmes rédigés, Claire a activé automatiquement une clause de transfert universel en cas de désaccord manifeste, qu'elle avait insérée dans les statuts de la fondation qu'elle a créée en secret. Au moment même où Julien et Léa déposent leur acte de renonciation, la holding cesse d'exister en tant qu'entité privée. Elle devient la propriété exclusive de la Fondation Horizon, une organisation caritative dédiée à la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Julien et Léa ne sont pas des dirigeants. Ils ne sont plus des héritiers. Ils sont désormais de simples employés d'une fondation dont ils ne peuvent plus être licenciés, mais où ils percevront le salaire minimum légal pour le restant de leurs jours. Leur voiture de fonction, leur compte de dépenses, leurs privilèges, tout s'est évaporé en une seconde. La caméra reste sur Claire dans la voiture. Elle ne sourit pas. Elle n'est pas triste. Elle est juste là, spectatrice du mécanisme qu'elle a armé. Elle regarde ses mains vides, elle pense à la fondation. Elle pense à l'argent qui servira enfin à quelque chose d'utile. Les enfants voulaient un empire sans leur mère. Ils ont obtenu un emploi de bureau dans une structure qu'ils ne contrôleront jamais. La pluie commence à tomber.
de grosses gouttes qui s'écrasent sur le pare-brise. Le premier acte est terminé, le statu quo a été rompu. Julien et Léa sont en train de fêter leur victoire dans le bureau, ignorant que le vin qu'ils boivent est le dernier qu'ils pourront s'offrir avec l'argent de Claire. Le piège est refermé. Le silence revient. Le souvenir est une pièce froide. La scène se déroule 6 mois plus tôt, dans le salon de la résidence d'été. L'odeur de la mer est forte, mêlée au parfum de l'iode et du pain. Claire est assise dans son fauteuil en rotin. Elle se sent faible. Une grippe sévère l'a clouée au lit pendant 2 semaines. Elle est vulnérable, elle est seule. C'est le moment que Julien et Léa ont choisi. La caméra est se fixer sur la table basse en verre. On y voit un flacon de médicaments et un verre d'eau trouble. Julien entre dans le cadre. Il ne regarde pas sa mère dans les yeux. Il parle de sécurité. Il parle de gestion simplifiée. Il dit que les banques s'inquiètent de son état. C'est un mensonge. Les banques ne s'inquiètent pas, ce sont ses créanciers personnels qui s'impatientent. Léa s'approche avec un plateau. Elle ne pose pas de questions sur la fièvre de Claire. Elle pose un document sur ses genoux. C'est le premier acte, celui qui précède la renonciation. C'est une reconnaissance de dette fictive. Ils lui font signer un papier stipulant qu'elle leur doit des sommes astronomiques pour des soins et services jamais rendus. Claire, embrumée par les médicaments que Léa lui administre avec une régularité suspecte, voit les lignes danser. Elle entend la voix de sa fille, douce, monotone, presque hypnotique. Léa lui dit que c'est pour la protéger d'un éventuel redressement fiscal. Elle lui dit que si elle signe, son empire sera à l'abri. Le déclencheur, le véritable couteau dans le dos, se produit lorsque Claire demande à voir son médecin habituel. Julien répond, sans une hésitation, « Le docteur a dit qu'il ne fallait pas te déranger, maman. Il pense que tu n'es plus en état de prendre des décisions. » Claire comprend alors. Ils ont déjà parlé au médecin. Ou plutôt, ils ont envoyé un faux rapport médical à la clinique pour initier une procédure de mise sous tutelle. Elle voit Julien sortir son téléphone. Il filme la scène. Il veut une preuve de sa confusion. Il lui pose des questions pièges. « Quel jour sommes-nous, maman ? Te souviens-tu avoir vendu les appartements de Nice ?» Claire reste silencieuse. Elle comprend que ses propres enfants sont en train de construire un dossier pour la déclarer inapte. Ils ne veulent pas seulement son argent, ils veulent son identité civile. Ils veulent qu'elle n'existe plus juridiquement. La caméra capte le reflet de Léa dans le miroir du salon. Elle fouille discrètement dans le secrétaire de sa mère. Elle cherche les codes des coffres forts. Elle cherche les titres de propriété originaux. C'est une spoliation en direct, pratiquée sous les yeux d'une femme qu'il croit agonisante. Le moment de bascule est un bruit. Le bruit métallique d'un tiroir forcé. Claire, bien que faible, perçoit ce son. C'est le son de la rupture définitive. À ce moment précis, l'amour maternel s'évapore. Il ne reste qu'un instinct de survie froid et calculateur. Elle réalise que pour eux, elle n'est déjà plus une mère, mais un obstacle biologique à leur enrichissement. Le lendemain, profitant d'une heure où ils sont partis faire des courses avec sa carte de crédit, Claire se lève, elle chancelle. Elle se dirige vers le téléphone fixe, le seul qu'ils n'ont pas encore coupé. Elle n'appelle pas la police, elle appelle Maître Lefebvre. Elle parle d'une voix blanche, sans trembler. Elle lui donne une seule instruction. Préparer la fondation, tout, maintenant. Elle retourne s'asseoir. Elle remet ses mains sur ses genoux. Elle attend leur retour. Quand Julien et Léa rentrent, ils la trouvent calme. Ils pensent que les médicaments font effet. Ils ne voient pas l'éclair de lucidité glaciale dans son regard. Ils pensent avoir gagné parce qu'ils ont volé quelques bijoux et un code de carte bleue. Ils ignorent qu'en forçant ce tiroir, ils ont ouvert la porte de leur propre ruine. La scène se termine sur un plan serré du visage de Claire. Elle ferme les yeux. Elle accepte de jouer le rôle de la vieille femme confuse pendant encore quelques mois. Elle accepte de signer tout ce qu'ils voudront, car elle sait que chaque signature qu'elle apposera désormais sur leurs documents les liera un peu plus à la fondation caritative qu'elle est en train de bâtir pour les engloutir. La trahison est consommée, la mère est morte, la fondatrice est née. Le premier signe de la décomposition ne vient pas d'une explosion, mais d'un simple courrier recommandé. La caméra est placée en plongée, immobile, au-dessus du bureau de Julien. Il y a 3 jours, il se croyait roi. Aujourd'hui, il regarde une lettre de l'administration fiscale. Le silence de la pièce est lourd. Julien déchire l'enveloppe. Le bruit du papier est sec, comme une branche qui casse. La lettre stipule que la holding, dont il est désormais officiellement le gestionnaire, fait l'objet d'un transfert automatique vers une structure d'utilité publique. Il ne comprend pas le terme. Il relit la phrase. Son cerveau refuse d'enregistrer l'information. Il pense à une erreur administrative. Mais ce n'est pas une erreur. C'est la conséquence directe de l'acte de renonciation qu'il a fait signer à Claire.
En acceptant la renonciation de leur mère, Julien et Léa ont activé, sans le savoir, la clause de déshérence programmée. Claire avait structuré ses statuts de telle sorte que tout abandon de droit par l'héritier direct entraînait la dissolution immédiate de la propriété privée au profit de la Fondation Horizon. Pendant ce temps, Léa est dans les salons de la holding. Elle a déjà commandé de nouveaux meubles. Elle a renvoyé la secrétaire de Claire. Elle marche sur le parquet avec ses nouveaux talons hauts. Le bruit est agressif. 1, 2, 1, 2. Elle s'arrête devant le coffre-fort mural. Elle tape le code qu'elle a volé dans le secrétaire de sa mère. Le coffre s'ouvre. Il est vide. À l'intérieur, il n'y a qu'une seule feuille de papier, A4. Léa la prend. Elle lit. Ce sont ses propres relevés de compte bancaire des 5 dernières années, avec chaque dépense illégale surlignée en jaune fluo. En bas de la page, une note manuscrite de Claire, tout a été transmis au commissaire aux comptes de la Fondation. Léa sent une vague de chaleur lui monter au visage. L'odeur de la peur est comme celle du métal chauffé. Elle essaie d'appeler Julien. Le téléphone sonne dans le vide. Julien est occupé à recevoir la visite de 2 huissiers. Ils ne viennent pas pour saisir ses meubles. Ils viennent pour lui signifier son nouveau contrat de travail. La caméra filme la scène depuis le couloir, à travers l'entrebâillement de la porte. Julien est assis, les épaules voûtées. L'un des huissiers, d'une voix monocorde, explique que Julien est désormais chargé de la logistique subalterne pour la Fondation Horizon. Son salaire est fixé au minimum légal. Ses avantages en nature, y compris la voiture de fonction et l'appartement de fonction, sont révoqués avec effet immédiat. Julien essaie de protester. Il parle de ses droits, il parle de l'acte qu'Eliane a signé. L'huissier répond simplement « Monsieur, vous avez signé un document acceptant la gestion par la Fondation. Vous êtes lié par vos propres signatures. » L'effet, donc, s'enclenche. Puisque la holding n'existe plus en tant qu'entité commerciale, toutes les dettes personnelles que Julien et Léa avaient contractées en gageant les actions de leur mère deviennent exigibles immédiatement. Les banques, alertées par le changement de statut juridique, commencent à envoyer des notifications de défaut de paiement. Claire, elle, est installée dans un petit café de quartier, loin du centre d'affaires. La caméra la filme de face. Elle boit un chocolat chaud. Elle regarde les passants. Elle n'a plus de chauffeur, elle n'a plus de garde du corps. Elle a une liberté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des décennies. Son téléphone vibre. C'est un message de Léa. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ? Rappelle-moi, c'est urgent. » Claire efface le message. Elle ne rappelle pas. Elle repose le téléphone sur la table en bois. Elle regarde le serveur qui essuie le comptoir. L'odeur du café frais et de la pluie sur le trottoir est apaisante. Elle sait que Julien et Léa sont en train de réaliser l'ampleur du désastre. Ils ont voulu son identité, son nom et son argent. Donc, elle leur a tout donné. Le nom de la fondation, la gestion des dossiers ennuyeux et la responsabilité totale des dettes. Le mécanisme est désormais autonome. La fondation Horizon commence à absorber chaque actif, chaque compte, chaque propriété. Les enfants sont pris au piège dans une structure qu'ils ne peuvent pas quitter sans perdre le peu de revenus qu'il leur reste. Ils sont devenus les serviteurs de l'œuvre de leur mère. La caméra reste fixée sur le visage serein de Claire pendant 1 minute entière. On entend le bruit de la ville, indifférente. Le développement touche à sa fin. Les enjeux ne sont plus financiers. Ils sont existentiels. Les prédateurs sont devenus des rouages, et les rouages ne peuvent pas s'échapper de la machine. La caméra est placée dans un angle mort du grand salon, immobile. L'éclairage est blafard. La pièce est parsemée de cartons de déménagement vides. L'odeur n'est plus celle du lys blanc, mais celle du carton humide et de la poussière. Léa est debout au milieu de la pièce. Elle tient un téléphone portable dont l'écran est fissuré. Elle ne crie pas. Sa voix est un murmure brisé, monotone, qui s'accorde au rythme de la caméra fixe. Elle parle à son mari. Ou plutôt, elle écoute. On n'entend pas la voix à l'autre bout du fil, seulement le silence qui suit chaque phrase. Son mari lui annonce qu'il demande le divorce. Il ne veut pas être lié à une femme dont le nom est désormais synonyme de scandale financier et dont les revenus sont tombés au niveau du salaire social. Léa regarde ses mains. Elle n'a plus ses bagues. Elle les a vendues la veille pour payer les frais d'avocat de Julien. À l'autre bout de la ville, dans un bureau sans fenêtre situé au sous-sol du siège de la Fondation, Julien est assis devant une pile de dossiers haute de 50 cm. La caméra le filme de dos. Le bourdonnement d'un néon défectueux remplace toute musique. Julien est désormais un exécutant. Son titre officiel est assistant à la saisie des archives. Chaque dossier qu'il ouvre contient une preuve de la générosité passée de sa mère qu'il a gaspillée. Il doit répertorier chaque don, chaque bourse d'études, chaque investissement éthique qu'Eliane a réalisé. C'est une torture bureaucratique.
Il n'a plus de bureau en acajou. Il a une table en métal gris qui vibre à chaque fois que le métro passe sous l'immeuble. L'escalade se produit à 16 heures précises. Un homme entre dans le bureau de Julien. C'est le nouveau directeur de la fondation, un homme froid, nommé par Maître Lefebvre. Il pose un document sur la table. C'est une mise en demeure. Julien et Léa sont informés que la fondation engage des poursuites contre eux pour détournement d'actifs, durant la période où ils ont manipulé les comptes de leur mère. L'enjeu n'est plus de savoir s'ils seront riches. L'enjeu est de savoir s'ils pourront rester en liberté. Léa arrive au bureau de Julien, chassée de sa villa dont les serrures ont été changées par les huissiers de la fondation. Elle porte un manteau de pluie commun. Elle n'a pas de parapluie. Elle est trempée. L'odeur de la laine mouillée emplit le petit bureau. Elle regarde son frère. Ils ne s'embrassent pas. Ils ne se soutiennent pas. Ils se regardent avec une haine pure. Chacun voit en l'autre le complice de sa propre chute. Julien lui montre le document. Léa rit. Un rire sec, sans aucune émotion. Elle lui dit que leur mère a tout prévu. Elle lui dit qu'Eliane ne voulait pas seulement les ruiner, elle voulait les transformer en exemple. Elle voulait qu'ils passent le reste de leur vie à réparer les dommages qu'ils ont causés à son empire, dossier par dossier, heure par heure, sous la surveillance constante des avocats du fonds caritatif. La caméra reste sur eux, alors qu'ils restent assis en silence dans ce sous-sol. Ils réalisent donc que le document de renonciation qu'ils ont fait, signé à Claire, contenait une clause de « responsabilité solidaire illimitée ». En pensant s'approprier les actifs, ils ont surtout hérité de l'obligation légale de rembourser chaque centime qu'ils ont indûment perçu, prélevé directement sur leur maigre salaire de la fondation. Claire, pendant ce temps, est au théâtre. La caméra la montre de face, dans la pénombre de sa loge. Elle regarde la scène. On n'entend pas la pièce. On n'entend que sa respiration calme. Elle sait que l'étau se referme. Elle a transformé ses enfants en esclaves administratifs de sa propre vertu. Elle a fait d'eux les gardiens de l'argent qu'ils ont voulu voler, les forçant à le distribuer aux autres sans jamais pouvoir en garder une miette. Elle ferme les yeux un instant. Elle savoure la précision du mécanisme. Ce n'est pas une vengeance spectaculaire, c'est une rectification, une remise à zéro. La caméra revient au sous-sol. Julien reprend son stylo. Il recommence à saisir des données. Léa s'assoit sur une chaise pliante et commence à classer des factures. Ils n'ont nulle part où aller. Ils n'ont plus d'identité propre. Ils sont les fantômes de la fondation Horizon. L'obscurité du bureau semble s'épaissir. Le néon clignote une dernière fois avant de s'éteindre complètement, laissant les deux héritiers déchus dans le noir face à l'immensité de leurs dettes. Мы переходим к части 5. Эффект ДНА All is lost. Камера зафиксирована на уровне глаз. Холодный, безжизненный ракурс. Мы наблюдаем за окончательным осознанием того, что надежды нет. Это не кризис, это финал. Partie 5. L'effet fond. Tout est perdu. La lumière du jour ne pénètre jamais dans le centre d'archives de la Fondation. La caméra est placée au bout d'un long couloir bordé d'étagères métalliques. L'odeur est celle du papier acide et de la poussière froide. Julien est assis par terre entre deux rangées de boîtes grises. Il a perdu 10 kilos. Sa chemise, autrefois impeccable, est élimée au poignet. Il tient une lettre de la banque, une notification finale. Sa maison personnelle, son seul refuge restant, sera saisie dans 48 heures. Il ne pleure pas. Ses yeux sont secs, fixes, rivés sur le béton du sol. Il réalise que l'acte de renonciation qu'il a forcé Claire à signer était un contrat de servage. En renonçant à l'héritage, au profit de toute structure désignée par la donatrice, il a légalement accepté de devenir redevable envers la Fondation pour chaque dépense somptuaire effectuée ces 10 dernières années. Le calcul est simple. Il lui faudra 300 ans de son salaire actuel pour rembourser sa dette. Léa entre dans le champ de la caméra. Elle marche lentement. Elle ne porte plus de maquillage. Son visage est d'une pâleur de craie. Elle s'assoit en face de son frère sur le sol froid. Elle lui annonce qu'elle a essayé de contacter leur mère une dernière fois. Elle est allée à la maison de campagne. Elle a trouvé des ouvriers en train de transformer la villa en centre de repos pour les chercheurs de la Fondation. Léa raconte la scène d'une voix monocorde. Elle a crié devant la grille. Elle a supplié. Un agent de sécurité lui a simplement remis une enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait qu'une copie de son propre rapport médical falsifié, celui qu'elle avait utilisé contre Claire. Au dos, une phrase écrite de la main ferme de leur mère. Une personne déclarée incapable par ses propres enfants ne peut pas leur venir en aide. Le silence retombe sur le sous-sol. C'est le moment de l'effondrement total. Ils comprennent que Claire n'est pas en colère. La colère est une émotion qui implique encore un lien. Claire est devenue de la glace.
Elle a retourné leurs propres armes contre eux avec une précision mathématique. Ils sont enfermés dans le paradoxe juridique qu'ils ont eux-mêmes créé. Ils l'ont déclarée inapte, donc elle n'a plus aucune obligation légale de les soutenir, et tous ces biens appartiennent désormais à une entité morale qu'ils ne peuvent pas toucher. Julien lâche la lettre de la banque, le papier voltige avant de se poser sur la poussière. Il regarde ses mains. Ses mains qui voulaient tout saisir sont maintenant vides. Il n'a plus d'amis. Ses anciens partenaires d'affaires ne répondent plus. Il n'est plus Julien, l'héritier. Il est le matricule 402, employé aux archives, sous le coup d'une saisie sur salaire total. La caméra reste immobile pendant de longues minutes sur les deux silhouettes prostrées. On entend le bruit d'un ventilateur qui tourne avec un cliquetis irrégulier. C'est le son de leur vie. Une machine cassée qui tourne à vide. Léa retire sa montre, une contrefaçon qu'elle avait achetée pour garder les apparences. Elle la pose sur le sol. Elle dit « On n'existe plus, Julien. Elle nous a effacés de la réalité. » Ils ne sont pas en prison, mais ils sont enfermés dans une vie qui n'a plus de sens. Ils sont les gardiens de la fortune de leur mère, obligés de la voir fructifier pour des inconnus, pour des malades, pour des chercheurs, alors qu'ils n'ont pas de quoi s'acheter un repas décent. Ils sont devenus les spectateurs de leur propre déchéance, condamnés à travailler pour l'œuvre qui les a ruinés. Claire, de son côté, est montrée dans une scène de transition rapide. Elle est à l'aéroport. Elle porte un manteau de cachemire gris. Elle ne regarde pas en arrière. Elle part pour un voyage qu'elle a toujours voulu faire, seule. La caméra fixe son visage alors qu'elle franchit la porte d'embarquement. Elle est calme. Elle a nettoyé sa vie. Elle a transformé un poison familial en un remède social. Le plan revient sur le sous-sol sombre. Julien et Léa ne bougent plus. Ils ressemblent à des statues de sel. L'obscurité semble les absorber. Tout est perdu. L'Empire est devenu une fondation, les héritiers sont devenus des ombres, et la mer est devenue un souvenir inaccessible. Le fond est atteint. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus qu'à attendre que le temps passe, seconde après seconde, dans le silence des archives. Le temps a cessé d'avoir une valeur marchande. Dans les bureaux de la Fondation Horizon, les saisons se succèdent sans que la lumière des néons ne change d'intensité. La caméra est placée en haut d'un escalier de service, observant Julien qui monte les marches. Il porte un seau et une serpillière. Il n'est plus l'homme qui signait des contrats de millions d'euros. Il est l'homme qui nettoie les couloirs de l'Empire qu'il pensait voler. Chaque matin, il passe devant le grand portrait de sa mère qui orne le hall d'entrée. Une photographie en noir et blanc, prise peu après la restructuration. Claire y sourit avec une sérénité qui glace le sang. Julien ne lève jamais les yeux. L'odeur de l'ammoniac est devenue son parfum quotidien. C'est la seule rétribution que le système exige, la répétition monotone de l'humilité. Léa, elle, a été transférée au service d'accueil téléphonique de la ligne d'aide aux familles. Elle passe ses journées à écouter d'autres enfants parler de leurs parents malades. Elle utilise une voix neutre, professionnelle, vidée de toute âme. Elle suit le script rédigé par les avocats de Claire. Elle n'a plus de nom de famille sur son badge, seulement un prénom, Léa. Elle s'est devenue une fonction, une extension bureaucratique de la volonté de sa mère. La caméra se déplace pour un dernier plan sur la résidence principale. La villa est désormais un centre de recherche. On y voit des scientifiques en blouse blanche marcher là où Julien et Léa complotaient autrefois. Les meubles de luxe ont été vendus aux enchères pour financer des laboratoires. Rien ne reste du passage des enfants. Leurs chambres ont été transformées en bureaux d'archives. Claire est assise sur une terrasse, quelque part au bord de la Méditerranée. La caméra la filme de dos, face à l'immensité bleue. Elle tient une tasse de thé. Elle ne lit pas les journaux. Elle ne consulte pas les rapports de la Fondation. Elle sait que la machine tourne parfaitement. Elle a créé un perpétuum mobile de justice poétique. Ses enfants travaillent pour soigner une maladie qu'ils ont eux-mêmes simulée chez elle pour la dépouiller. Elle pose sa tasse sur la table en pierre. Le bruit est net, définitif. Elle regarde l'horizon. Elle pense à la notion de descendance. Elle a compris que l'héritage n'est pas une question de gène, mais de valeur. Puisque ses enfants n'avaient pas de valeur, elle leur a donné des tâches. L'épilogue est silencieux. On voit Julien fermer les portes de la Fondation à la fin de sa journée. Il marche vers l'arrêt de bus. Il pleut. Il n'a plus de voiture de luxe, seulement un ticket de transport froissé dans sa poche. On voit Léa éteindre son ordinateur et ranger son casque. Ils ne se voient plus. Ils ne se parlent plus. Ils sont deux étrangers liés par une même dette éternelle envers une femme qu'ils ne reverront jamais. La caméra reste sur le portrait de Claire dans le hall désert. Les lumières s'éteignent une à une automatiquement. Seul le cadre reste légèrement éclairé par le voyant de sécurité. La rétribution n'est pas la mort, ni même la prison. La rétribution, c'est de devenir l'instrument de la gloire de celui qu'on a voulu détruire.
Claire ferme les yeux sur sa terrasse. Le vent souffle légèrement dans ses cheveux gris. Elle respire l'air salé. Elle est seule, mais pour la première fois de sa vie, elle n'est pas trahie. Le silence est total. La caméra s'efface dans le noir. Fin de la chronique.